Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Parlons Science, un podcast qui connecte les chercheurs aux plus jeunes. Nous avons aujourd'hui beaucoup de défis pour les jeunes dans le monde. Un monde qui est de plus en plus incertain en raison des problèmes de chômage, des problèmes d'habitat, des crises écologiques, des crises géopolitiques. Et les jeunes se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Il y a quelques semaines, nous avons reçu dans ce studio le professeur Michel Boucault. Et quelques temps après, le professeur Brice Saint-Saëns. Tous ont été unanimes sur le fait que les jeunes ont la responsabilité de pouvoir prendre en main leur destinée afin de construire un monde meilleur. Aujourd'hui encore, nous allons à l'écoute de notre chercheur, le professeur John Igué, qui a été doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, qui a été l'un des premiers géographes du Bénin et qui aujourd'hui, avec son regard beaucoup plus critique, demande aux jeunes de prendre en main leur destinée. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous décrivez vous-même? Scientifique, géographe ou tout simplement académicien? Non, un simple citoyen. Un citoyen? Oui. Pourquoi? J'ai horreur de la classification. Il ne faut pas mépriser les autres. Un don, on l'a sans mérite. Oui. Donc, on ne peut pas exploiter le don que le bon Dieu a voulu vous donner pour dominer les autres. Vous avez eu quel don de Dieu? Bon, moi j'ai 2 dons de Dieu. Le premier, c'est de me faire un de ses fils. Je suis un croyant et je ne ménage pas ça avec les gens. Donc toute ma vie est structurée autour de ma foi. Oui. Donc à cause de ça, quel que soit son statut, un homme pour moi est un frère qu'il faut absolument respecter, l'aimer et partager ce qu'on a avec lui. C'est ça d'abord. La fraternité. La fraternité pour moi. Donc, les hauts titres, les classifications là, je n'y crois pas. Parce que chaque créature de Dieu, qu'il soit homme ou autre, a un don. Et sur la question, l'épître de Saint Paul, la première épître de Saint Paul aux Corinthiens est formelle au chapitre 12. Dieu n'a jamais oublié quelqu'un dans ses dons. Donc, une fois que c'est un don, pourquoi utiliser ces dons pour terroriser les autres? Donc c'est la question de fond, ça. Vous avez le don, aujourd'hui, d'être géographe. Non, j'ai le don d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et pour que cet enfant de Dieu puisse avoir une place au soleil, il m'a orienté vers la géographie. Voilà. Mais votre parcours fait de vous aujourd'hui, comme je peux le lire à la dernière page de votre livre, John Igué, béninois et professeur de géographie à la retraite et auteur de plusieurs ouvrages sur le Bénin et sur l'Afrique, dont l'économie informelle au Bénin. Il a occupé des fonctions académiques, politiques, internationales. Il est entre autres le fondateur, le directeur scientifique du laboratoire d'analyse régionale d'expertise sociale, créé depuis 1989. Vous êtes contenté seulement de décrire juste votre parcours le plus simplement possible. Je vous ai déjà dit. Oui. Parce qu'après tout, ça reste votre parcours. Il ne faut pas faire l'apologie de don. Un don, tu n'as rien fait quand le bon Dieu t'a donné cela. Donc c'est un don. J'en profite seulement. Et le fait de profiter de don ne me permet pas de dépasser cela. À quel moment de votre vie vous avez cru que vous êtes destiné à la géographie? Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai fait la géographie tout comme les autres disciplines. Comme la biologie. Comme la biologie, les mathématiques. La mathématique. J'étais très bien dans les sciences du biologie, mathématiques. J'étais très, très, très bien là-dedans. Sciences physiques. Et physique. J'étais très bien là-dedans. Par contre, très, très faible en français. Je fais partie des pelotons des derniers en français. Par contre, à tous les examens, j'ai toujours eu de très bonnes notes en français. Dictée 20 sur 20. C'est tout comme si c'est un miracle. Par exemple, en classe M, là, nous avons eu comme sujet de philosophie, y a-t-il des guerres justes?
Je fais partie de ceux qui ont les meilleures notes. Je n'avais pas le don du français. Mais j'avais le don des sciences dures. Mais j'ai été élevé dans la culture Yoruba. Et je suis resté attaché à cette culture jusqu'à aujourd'hui parce que, par rapport à ma foi et ma croyance, je n'ai pas choisi d'être Yoruba. Le bon Dieu aurait pu me faire autre chose, mais c'est le Yoruba qui m'a donné comme héritage. Et je suis obligé de respecter cela. Donc c'est pour cela que être Yoruba pour moi ne se négocie pas, puisque je n'ai pas choisi. C'est votre identité. C'est moi, très bien, c'est mon identité. Et je suis fier de cette identité parce que de par le monde, les Yoruba viennent en 3e position après les Chinois et les Indiens. Du point de vue des nombres. Du point de vue des nombres. Et ils ont une culture qui est extrêmement impressionnante et qui fait que je ne regrette pas d'être Yoruba. Oui. D'accord. On commence par le dilemme. Les jeunes aujourd'hui, quand on est certainement à un carrefour de la vie, on a des difficultés à faire un choix. Et vous aussi, quand vous étiez arrivé à un moment où il fallait choisir la biologie, la médecine et la géographie, il a fallu que quelqu'un puisse décider pour vous. Votre rêve était de devenir médecin. Mais comment avez-vous pu gérer cet incident-là, si je peux l'appeler incident? Bon, au-delà de la géographie, j'ai bénéficié d'une très bonne éducation de mon père. Qui était mon père est un paysan. Un paysan. Paysan, mais extrêmement rigoureux, exigeant. C'est dès 5 heures du matin qu'il nous réveille pour prier. Et quand on finit de prier, chacun prend sa calebasse et ça ouvre ses mains et part pour le champ. Donc le réveil à 5 heures. À 5 heures du matin pour prier. Si tu ne te réveilles pas, c'est la chicotte qui va te réveiller. Donc il nous a élevés pour être des hommes rigoureux. Rigoureux. La preuve, quand j'étais à l'université, mes professeurs pensaient que j'étais d'origine aristocratique à cause de ma rigueur et de ma discipline. Jusqu'au jour où mon chef du département m'a appelé pour dire « Votre père vous destine à quoi ?» pour vous donner une éducation aussi rigoureuse. Il voulait que vous deveniez quoi, médecin? Et je lui ai dit « Mon père est un paysan. » La question de destiner pour ça, là, mon père n'a pas ça. C'est un paysan. Le métier de paysan s'hérite. Donc, on est paysan, on reste paysan. Donc, c'est pas chance qu'on sort de ce système-là. Donc, moi, j'ai eu la chance de sortir de ce système-là. Mon père ne me destinait à rien du tout. Mais il nous a éduqués pour qu'on ne soit pas des parvenus. Et qu'il nous a toujours dit que tout choix se respecte et s'assume. Donc, et il nous a toujours dit de ne jamais se révolter contre son destin. Il faut l'assumer. Est-ce qu'il y a une de ces phrases en Yoruba qui vous revient encore aujourd'hui? Oh, parce que tu sais, la société Yoruba est fondée sur des valeurs qui lui sont chères. La première de ces valeurs, il ne faut jamais mentir. La deuxième, il ne faut jamais voler. La troisième, il faut être conscient qu'on est dans une société et il faut respecter cette société-là. Donc c'est pour cela que dans notre éducation à nous, mentir, c'est considéré comme un crime, tout comme voler. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ces valeurs-là sont conformes aux valeurs chrétiennes. Donc c'est pour cela que le fait d'être Yoruba et chrétien ne me pose aucun problème. Mais vous, quand même, vous avez l'ambition de devenir géographe. Non. Mais dans votre communauté? Non, pas du tout. J'avais l'ambition de devenir médecin. Médecin, ah d'accord. Et je suis rentré au lycée depuis la 6e jusqu'en classe terminale pour devenir médecin. Parce que dans ma région, il n'y avait pas de médecin à l'époque. Le seul étudiant qu'on a eu comme en médecine, dès qu'il est arrivé en 4e, il est tombé malade. Donc j'avais l'ambition de devenir médecin pour que ma région puisse avoir des gens compétents pour pouvoir soigner les pauvres. Oui. Donc je m'étais battu depuis la 6e jusqu'en classe terminale pour devenir médecin. Mais de la 6e jusqu'en classe terminale, je faisais la géographie sans effort. J'ai toujours eu des prix en histoire géo, depuis la 6e jusqu'en classe. Je fais ça sans effort. Donc, et
il s'est passé quelque chose en classe terminale. Bon, bien que je sois très brillant dans les sciences dures, j'étais très brillant aussi en histoire géo. Et à l'époque, c'est le conseil des professeurs qui détermine nos carrières. L'orientation. Et quand ils sont allés pour déterminer mon orientation à moi après le bac, mon professeur de biologie et de géographie, ils ne se sont pas entendus. C'est Madame Adjovi pour la biologie et Djivo Adrien pour la géographie. Ils ne se sont pas entendus. Bon, et ils ont dit au recteur de me convoquer pour me demander mon propre choix. Et le recteur m'a convoqué pour me dire, voilà, vous les élèves brillants, vous nous créez beaucoup de problèmes. Bon, voilà, il faut m'apporter ton choix le lendemain pour que je puisse transmettre ton dossier au ministère de l'Éducation pour bourse. Bon. Et ça a été un choc pour moi. Parce que vous avez rêvé depuis longtemps de devenir médecin. Devenir médecin. Comment est-ce que le jour du choix... Vous êtes à un carrefour. Oui, le jour du choix, je serai à un carrefour. Et j'ai mis ça en prière et je suis allé voir le recteur Bokor Eugène pour lui dire que il ne fait plus la médecine. Il fait l'histoire géo. Il m'a considéré comme un défaitiste. Mais j'ai tenu bon. C'était un choc pour lui. Bon. Mes parents m'en ont voulu jusqu'en 2005, comme je les ai trahis. Bon. C'est après 2005, quand j'ai organisé dans ce pays une grande conférence sur la paix qui a réuni 10 anciens chefs d'État, 20 premiers ministres en exil et une partie de politiciens et d'intellectuels que mes parents m'ont pardonné en disant que si j'étais médecin, je n'aurais pas eu cette influence mondiale. C'est comme ça qu'ils m'ont pardonné. Et pour dire que vraiment la géographie m'a apporté beaucoup de choses. Donc dans la vie, vous voyez... La première leçon dans la vie? La première leçon, c'est d'être modeste d'abord. Parce que à l'époque, être médecin est plus valorisant qu'être professeur d'histoire géo. Mais malgré ça, là, j'ai choisi d'aller vers l'histoire géographie à cause de du fait que je me suis retrouvé dans un carrefour au moment où je n'ai jamais imaginé. Donc, le bon Dieu ne viendra jamais vous parler directement. Ce n'est pas des signes. C'est quand vous arrivez à interpréter ces signes que vous arrivez à accéder à votre don. Et en choisissant d'être géographe, ça a été une grande réussite pour moi. J'ai fait la géographie sans effort. Jusqu'à aujourd'hui, je la fais sans effort. Vous faites partie des tout premiers géographes du Bénin. Et je peux dire que vous, comme vous le soulignez dans votre ouvrage, vous êtes à l'interface pratiquement entre la génération Mabo Goundje, c'est bien ça, hein? Mabo Goundje. Voilà, oui. Le Nigérien Mabo Goundje. Oui. Il y a la génération du professeur Mondjenaï. Oui. Ils sont partis de la première génération des géographes africains, oui. Mais ils n'étaient pas encore au Bénin. La plupart... Ils étaient en Côte d'Ivoire. Non, Mabo Goundje, vous savez, l'université d'Ibadan a été créée en 1948. Oui. Donc, les autres, une fois qu'ils ont été formés, ils ont trouvé un cadre qui les a immédiatement accueillis. Il est revenu de Londres? Oui, il est revenu de Londres et il a été recruté comme premier assistant de géographie dans l'ancienne université d'Ibadan. Et il est resté comme l'un des meilleurs géographes de l'Afrique. D'ailleurs, il a eu un prix, l'équivalent du prix Nobel en géographie, qui est le prix Vautrin-Luz. Donc, c'est notre référent. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a fallu que ce soit vous qui travaillez à mettre en place le département de géographie à Cotonou. Oui. Comment vous êtes venu? Mes aînés qui étaient géographes et qui ont fait des études assez élevées étaient employés ailleurs. Jean-Pli a été à Lomé, Mondjenaï était en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Bon, d'autres sont restés en Europe. Vous étiez aussi en Europe? Bon, moi après ma thèse, j'ai passé un concours et j'étais recruté au Crédit industriel et commercial de France. Oui. Et j'ai été nommé au département des risques placements. Ce département s'occupait de l'analyse des ressources dans les pays où la banque plaçait son argent pour savoir si ces pays-là ont suffisamment d'atouts pour rembourser les dettes
Donc, j'étais un des grands responsables de ce département. Et quand le recteur est arrivé à Paris pour dire qu'il cherche des assistants pour faire fonctionner l'université du Dahomey à l'époque, et il était ami à mon professeur de géographie, qui lui a dit de ne pas chercher des Français, qui connaît un de ses compatriotes qui est particulièrement brillant, et qu'il va lui proposer mon nom. Mais qu'il a appris que je suis devenu un banquier. Il ne sait pas si entre la banque et le poste de la science géographie, c'est quelque chose. Et il m'a appelé au téléphone. Et je lui ai dit, je ne suis pas venu en France pour m'éterniser. Ce n'est pas manque de boulot que, par rapport à mon titre au Bénin, que j'ai choisi de passer le concours pour aller travailler à la banque. Parce que géographe peut aussi... Parce qu'à l'époque, ceux qui ont fait les formations de 3e n'ont fait pas leur équivalent dans l'administration béninoise. Okay. Que c'est à cause de ça que j'ai passé le concours de la banque. Bon, et qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir par rapport à ça, que c'est un plaisir pour moi et un bonheur de devenir assistant de géographie dans la jeune université, ce qui s'est créé. C'est comme ça que mon nom a été porté sur la liste. En 1970, donc vous êtes revenu au Dahomey. Et je suis revenu au Dahomey, j'ai donné ma démission de la banque et je suis revenu au Dahomey. Mais vous n'avez pas pris les fonctions tout de suite. Quand je suis arrivé, vu mon jeune âge, j'avais 24 ans. Donc mes collègues enseignants du secondaire avaient une association qui était très puissante. L'association des professeurs du secondaire était très puissante. On refusait que j'aille à l'université à cause de mon jeune âge, que les étudiants que j'aurais enseigné seront plus âgés que moi et que ça ne passerait pas, ça donnerait une mauvaise impression. Et ils ont mis fin à ma carrière universitaire. Bon. Comme j'avais une lettre de mise en disponibilité de ma banque, je suis allé voir le recteur pour dire que je retourne à Paris pour reprendre mon poste de banquier. Et le recteur Adjanou, qui avait une conscience très forte, a dit, mais qui feront le Bénin de demain? À l'époque, c'était le Dahomey. Qui feront le Dahomey de demain? C'est vous, monsieur Higué. Restez. Ne fuyez pas ce pays. Ce pays aura besoin de vous. Je me battrai pour que vous ayez une place au soleil. On était deux à l'époque. Il y a moi et Kossou Basile qui avons rencontré. Kossou Basile était philosophe. Paix à son âme. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit de ne pas partir. Et je l'ai écouté. Puis il m'a dit de passer le voir toutes les semaines pour voir comment évolue la situation. Puis je suis arrivé, un jour, il m'a dit, écoute, j'ai une proposition à te faire. La directrice du lycée des jeunes filles Tova Premier à Porto-Novo cherche un enseignant de haut niveau pour 9 heures d'enseignement par semaine et aller occuper le pot d'enseignement dans 2 classes terminales et une première. Je suggère que tu prennes ça en attendant que je règle ton problème parce que c'est ton nom qui est toujours sur le pot d'assistant de géographie. Oui. Personne n'a pu effacer cela puisque ça a été consigné avec les Français qui financent l'université. Et j'ai accepté. C'est mon succès au lycée Tofa à l'époque qui m'ont retourné à l'université. Parce que j'avais inventé une pédagogie qui consiste à ne plus aller se placer devant les étudiants et enseigner la géographie qui est considérée comme une science difficile à cause des chiffres. Tout à fait. Donc, j'ai divisé mes classes en ambassades. J'avais la géographie économique et régionale. Et j'ai divisé mes classes en ambassades selon les zones qui font partie du programme. Donc, j'aidais les élèves à l'époque à constituer des fiches sur les zones de représentation. Et au lieu que ce soit moi qui vienne présenter les cours sur ça, elles viennent présenter les résultats de leurs fiches sur les zones de représentation. Ça a énormément eu un impact considérable sur les élèves parce que ça a valorisé les appeler ambassadrices, c'est valorisant. Et puis, leur offrir l'occasion de venir apprendre à parler, c'est valorisant. Et je me chargeais seulement de les aider à faire les fiches sur les régions en leur apportant tous les journaux de l'époque, et Monde diplomatique, Jeune Afrique, Afrique, Asie. Bon, ça a énormément motivé mes élèves. Et c'est à partir de l'écho de ce système
de pédagogie que le ministre de l'époque, de Suovo, a dit que lui n'a jamais entendu cette pédagogie pour enseigner la géographie. Et c'est comme ça qu'il m'a fait réaffecter à l'université. Sans tenir compte de l'avis des syndicats de l'enseignement. C'est comme ça que je suis revenu à l'université. Qu'est-ce que le son peut en tirer? La patience? Non, c'est-à-dire que moi, personnellement, ma vie a été rythmée par le respect à ma foi. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais jamais rien sans demander à Dieu de me guider. Donc, ce qui arrive dans ma vie, quelle que soit sa situation, je ne me révolte jamais. Je considère comme un parcours nécessaire pour que je puisse évoluer. Donc, et ça m'a énormément aidé dans ma vie. Ça m'a énormément aidé. Vous aurez pu forcer, vous aurez peut-être, vous vous retrouverez en France, mais sans accomplir. Oui, donc ça m'a énormément... Et j'ai eu à la fois du succès au lycée qu'à l'université. À l'université, les étudiants me respectent énormément jusqu'à aujourd'hui, pour 2 raisons. Parce que depuis 80, je n'ai jamais enseigné les feuilles à la main. Ça a énormément impressionné mes étudiants. Et puis, je suis très abordable. Vous voyez, donc, c'est parce que tous sont mes frères, quels que soient ceux qui sont. Et ça m'a énormément aidé dans ma vie. Pour vous, la fraternité occupe une grande part, comme vous l'avez dit. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Nous sommes tous frères. Et il faut aider les plus faibles à se relever et non les condamner. Vous voyez, le monde aujourd'hui est dirigé selon 2 notions. Les dominateurs et les dominés. Les dominateurs terrorisent les dominés. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne partage pas ça. Je ne partage pas ça du tout. J'ai eu des affrontements sur ce dossier avec des très grands fonctionnaires sur le plan international pour dire que ça ne marchera pas. Vous voyez, donc la vie n'est pas... Il ne faut pas la concevoir sur l'angle des dominateurs et des dominés, comme c'est le cas aujourd'hui. Le nouvel ordre mondial. Bon, c'est le nouvel ordre mondial. Cette nouvelle ordre mondial ne produit que la guerre. Elle ne produit pas la paix. Vous voyez, dans tout le monde aujourd'hui, la démocratie est arrêtée. Est arrêtée. Et pourtant, c'est eux qui ont inventé le mot, à cause de cette notion de dominateur et dominé. Vous voyez, on est dans un système d'exploitation très, très farouche. Moi, je fais partie de ceux qui ont horreur de ça. Je reste encore avec vous. Dans votre passé, vous êtes devenu doyen comment? Parce que justement, quand vous avez repris votre poste à l'université, vous étiez simplement enseignant. Enseignant. Mais et c'est Madame Massoué qui était la responsable de la faculté. Bon. Et moi, quand l'effectif des étudiants a commencé à augmenter, je suis allé voir le recteur pour lui dire de faire venir plus il y a de Lomé et de faire venir mon Djanani de la Côte d'Ivoire pour venir me porter main forte. Et comme mon Djanani fut mon professeur quand j'étais au lycée, et il est de loin mon grand frère, je lui ai cédé la place. Et je suis resté tranquillement sous son autorité. Donc, mon Djanani était devenu chef de département. Il est devenu le chef de département et je lui ai cédé ma place. Et j'étais devenu simple enseignant sous l'autorité de mon Djanani que je considère énormément et à qui j'avoue beaucoup d'admiration à cause de sa modestie. Un homme d'une simplicité extraordinaire. Et ça, donc, j'étais heureux de travailler sous lui. Bon, et comme j'étais très actif sur le plan scientifique, l'université d'Ifè m'a invité en 1978 pour venir participer à leur programme sur le Yoruba of Diaspora. Ce programme comportait 2 volets, le volet anglophone et le volet francophone. Et m'ont nommé responsable du volet francophone. D'ailleurs, mes activités sur ça m'ont permis d'écrire un livre sur le sujet qui s'appelle les Yoruba en Afrique de l'Ouest. Et c'est sur une diaspora paru aux éditions de présence africaine qui a eu beaucoup de succès. Bon. Donc, c'est au cours de cette mission à Ifè et dans le cadre de mes recherches de terrain que je suis arrivé en Côte d'Ivoire où il y avait une forte communauté Yoruba. Puis j'ai prononcé, mes collègues de géographes m'ont invité à venir prononcer une conférence
sur mes activités qui m'amènent en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait une conférence sur l'avenir de la diaspora en Côte d'Ivoire. La diaspora Yoruba. Non, Non. la diaspora Tout simplement. Parce qu'à l'époque, le développement de la Côte d'Ivoire était assuré par les étrangers. C'était très nombreux et ça posait beaucoup de problèmes. Donc j'ai fait mon exposé sur l'avenir de la diaspora en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai dit a tellement marqué les Ivoiriens que le deuxième jour, la moitié de ma conférence faisait partie de la première page de Fraternité Matin avec ma photo. Wow. Et à l'époque, le PDS faisait son congrès et a invité les politiciens béninois à venir, bien qu'on soit des révolutionnaires ici. Et c'est quand les Béninois ont vu ce journal-là qu'ils ont estimé que, attention, que la Côte d'Ivoire m'a déjà récupéré. Et pour me tester par rapport à ça, ils m'ont nommé doyen sans me consulter. En 1978. En 1978. En mai 1978. J'étais en recherche à Niamey. Quand j'ai vu un vieux, comme quoi, vous voyez, il faut être très disponible. Un vieux est venu me voir à la porte du marché de Niamey et il dit, jeune homme, vous n'êtes pas de ce pays. Rentrez chez vous, on vient de vous nommer chef. Les gens sont en train de vous chercher. Le temps que Mais comment il a su, lui? Le temps que je sache qui il a disparu. Il n'a jamais vu. Ça m'est arrivé une fois comme ça dans ma vie, où je reçois des messages. C'est un messager. Mais quand je dis, mais qui êtes-vous? Mais je ne trouve pas. Ça m'est arrivé une fois. Comme foi, quand vous avez Dieu la foi, vous parle. le Dieu vous parle. Dieu vous envoie constamment vos messagers. Et moi, je suis au cœur de ça jusqu'à aujourd'hui. Et vous, comme Samuel, vous dites, Donc, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et il m'a dit ça. Je ne sais pas, je ne peux pas interpréter ce message-là. C'est en arrivant à mon hôtel qu'on m'a entendu un message. C'est Telex qui était à l'époque, où mes parents qui étaient en Côte d'Ivoire m'ont envoyé un Telex pour dire que de rentrer, que je viens d'être nommé doyen. Bon, c'est comme ça que je suis rentré et je suis allé donner ma démission sur le programme Yoruba of Diaspora à Ifè. Et je me suis assumé ici sans ronchonner comme doyen. Et ça m'a énormément réussi aussi, ce poste de doyen. Pendant 3 ans. Ça m'a énormément réussi. Puisqu'après ça, les révolutionnaires ont voulu me nommer recteur à la place à cause des services que j'ai rendus à l'université en tant que doyen. J'étais très, très populaire. D'accord? Oui. Parce que j'ai fait une innovation quand j'étais doyen qui a énormément plu à tout le monde. Vous savez, avant, c'est politiquement qu'on nommait les responsables. C'est moi qui suis allé voir les membres du bureau politique pour leur dire de ne plus faire comme ça. De permettre que c'est des intellectuels. On ne peut pas gérer les intellectuels comme on gère les autres, de leur permettre, de leur proposer 3 noms parmi lesquels ils vont nommer les doyens pour que ces intellectuels soient associés à ceux qui les gèrent. Et ils m'ont écouté religieusement. Et c'est ce qu'on a fait après mon départ. Vous voyez? Donc, les révolutionnaires qu'on critique de tout, ils étaient très ouverts sur certaines propositions, si cette proposition-là est valable. Dans cet ouvrage, à la page 7, je lis, par exemple, vous dites, en devenant enseignant à l'université du Dahomey, dès sa création en 1970, avant qu'elle ne soit rebaptisée Université nationale du Bénin, et aujourd'hui, Université Amérique de la Vie, j'ai été confronté à la nécessité de fournir des efforts exceptionnels pour mériter ma place et mieux me faire valoir. Oui, vous parlez de quel effort? Bon, parce qu'en tant que premier enseignant de géographie, ça n'arrive pas à tout le monde d'être premier dans une expérience comme telle. J'avais le devoir de montrer que je méritais cette position-là. Oui. Et ça a été un des facteurs de ma réussite aujourd'hui. J'ai bossé comme ce n'est pas permis et comme je n'avais pas de tuteur. J'ai fait des collègues nigériens de l'université d'Ibadan, mes référents. Ils venaient à côté? Non, j'allais les voir toutes les semaines. C'est pour cela que ça m'a conféré aujourd'hui. Sur le plan de géographie, j'ai la double expérience francophone et anglophone à cause de ça. Oui. Et ça m'a énormément aidé dans la manière dont je formule mes hypothèses de travail. Parce que la science, les anglophones ont fait une chose que la France n'a pas fait. La science comporte plusieurs aspects. Les Français
ont joué sur l'intuition. Les Anglais, en jouant sur l'intuition, ont inventé les techniques de la science. Nous, dans l'école française de notre époque, personne ne nous enseigne les techniques de la science. Or, les techniques de la science sont aussi importantes que la connaissance elle-même. Vous voyez, et c'est en travaillant avec l'université d'Ife, l'université d'Ibadan et l'université de Michigan d'abord que j'ai acquis ces techniques de la science qui m'ont énormément aidé dans la manière dont je formule mes hypothèses aujourd'hui. Et j'évolue dans mes paradigmes de travail. Revenons à notre page de votre livre. Vous dites, par exemple, qu'informer la nouvelle génération de géographes ouest-africaines sur l'origine de leur discipline et son utilité est devenue une tâche urgente. Urgente parce qu'il y a des mutations dans cette discipline-là aujourd'hui. On se rend compte que la géographie n'est plus forcément trop utile comme par le passé. J'ai dit cela parce que la géographie occidentale, et notamment française, dans lesquelles nous sommes formés, est une géographie coloniale. Oui. Et qui a pour vocation d'être au carrefour des autres sciences sociales. Tout à fait. La sociologie. Oui, la sociologie, la psychologie, l'économie, l'agriculture, oui. La démographie. Bon, oui, tout à fait. À cause de ça, les Américains ont supprimé le département de géographie dans beaucoup de leurs universités pour dire qu'elles n'avaient pas une essence qui lui soit propre. Donc, c'est pour lutter contre ça que j'ai dit dans mon livre que les géographes doivent s'asseoir pour repenser une nouvelle géographie qui ne soit pas d'essence coloniale. Parce que la géographie d'essence coloniale, ce que ça fait, c'est l'étude des États. Bien sûr. Or, la géographie a d'autres utilité que d'étudier les États à travers les ressources, la population, la densité. Vous voyez, aujourd'hui, donc j'ai essayé de montrer que même en restant cantonné à des États, il y a d'autres aspects dans l'appréciation des États qui ne passent pas par l'analyse des ressources. Bien sûr. Pour quitter le champ colonial de la géographie telle qu'on l'enseigne jusqu'aujourd'hui. Mais comment un jeune chercheur, un jeune doctorant, un jeune docteur aujourd'hui peut tirer profit de ces enjeux-là dont vous décrivez? C'est-à-dire que de toutes les façons, c'est pas l'encadrement. Il faut apprendre à tout le monde à marcher comme les mamans nous apprennent à marcher. Donc, c'est pour cela que dans toutes les disciplines scientifiques, le rôle des laboratoires devient un élément extrêmement fondamental. Les grands maîtres, c'est pas à travers les laboratoires qui forment les disciples. Et c'est ça le problème qui est posé ici. Vous en avez créé en 1989. Donc, il faut absolument, au fur et à mesure de l'évolution de votre connaissance, que vous ayez une équipe autour de vous à laquelle vous apprenez à marcher. Parce que chaque connaissance a besoin d'être améliorée. Or, nous sommes d'un temps. Donc, il faut que vous ayez des relais autour de ces idées-là. Oui. Vous comprenez bien? Bien sûr. Il faut que vous allez... Et c'est à travers les laboratoires qu'on peut créer ces relais et permettre à d'autres aspects de votre discipline de se développer. Vous avez dit tantôt, par exemple, que je suis spécialiste du Nigeria. Mais je suis arrivé ici dans le contexte de la guerre du Biafra. C'est ça qui a fait que je suis devenu spécialiste du Nigeria. Je sors un livre qui est sur le marché depuis hier, sur l'économie du Dahomey. Dans ce livre, je disais que je suis devenu géographe économique à cause de cette affaire de guerre du Biafra dans laquelle j'étais moulu ici en tant que jeune enseignant. Donc cet aspect a développé dans ce pays beaucoup d'aspects qui ont fait que notre pays aujourd'hui, je l'ai qualifié pays entrepôt. Donc c'est moi qui ai inventé le titre d'État entrepôt et ce titre-là a eu beaucoup de succès dans le monde. Je ne me vante pas. Donc c'est à cause de ça que je suis devenu spécialiste du Nigeria. Et je suis devenu spécialiste du Nigeria parce que le défi du Bénin aujourd'hui, c'est sur quel créneau jouer pour qu'il puisse devenir un État puissant. Pourquoi c'est important? Parce que dans un espace de 114 763 km², il n'y a pas d'espace de grande manœuvre pour se déployer. Oui. Et dans cet espace
114 763 mètres carrés. Il n'y a que 14 millions d'habitants. 14 millions de consommateurs. Bon, en termes, et parmi les 14 millions, c'est à peine 20% ont la conscience du développement. Quand tu prends 20% des 14 millions, tu n'as pas affaire à un marché dynamique. Donc, notre avenir est nécessairement lié à une relation de proximité. C'est à cause de cette nécessité que je suis devenu le spécialiste du Nigeria, pas seulement du Nigeria, des questions régionales en Afrique aujourd'hui, pour voir comment est-ce que, dans quel contexte géographique le Bénin peut s'insérer pour tirer profit de ses capacités. Mais en tournant en rond sur nos 114 000 km, on n'ira pas loin. C'est pour cela que les Béninois ont la propension d'être des migrants avant. Parce que l'espace là les étouffe. Donc, les défis de ces pays aujourd'hui, c'est comment faire pour que l'espace béninois n'étouffe plus les Béninois. C'est la question de fond, ça. C'est à cause de ça que je suis devenu spécialiste du Nigeria et par ricochet de toutes les questions régionales en Afrique aujourd'hui. On a l'impression que beaucoup de jeunes ne prennent pas encore conscience de cet enjeu-là et pour peut-être encore disent que le Nigeria est un peu trop brutal. Un peu non, trop l'idée que les Béninois se font du Nigeria est l'idée de ce qui se passe à la frontière, pas à l'intérieur du pays. Tout à fait. J'ai amené beaucoup d'équipes de chercheurs pour aller voir les vrais Nigériens. Tous sont revenus sidérés. Et dans le cadre de mon association Ishokan Moyoba et les Bénin que je dirige aujourd'hui, nous avons effectué beaucoup de missions au Nigeria. Quand on sort de ces missions, les gens qui m'accompagnent deviennent un peu fous par rapport au fait que vraiment, ils ont à côté des potentialités énormes qu'ils ne connaissent pas, tant sur le plan de la culture que sur le plan de ce qu'on peut faire pour améliorer sa propre vie. Donc, le Nigeria est en réalité une opportunité pour les jeunes. C'est absolument... C'est à cause de ça que tous les pays de la sous-région nous convoitent. Notre position de proximité avec le Nigeria, les autres pays de la sous-région considèrent ça comme une opportunité exceptionnelle, mais que malheureusement, pour des questions liées à notre état colonial, on a de la peine à saisir. Parce que les Béninois sont les rares citoyens d'Afrique de l'Ouest qui ont de la peine à parler anglais. Exactement. C'est ça le drame, alors que les Sénégalais, tous les cadres intellectuels sénégalais aujourd'hui sont bilingues. Donc nous devons être des champions du bilinguisme ici. Mais quand tu dis ça ici, c'est comme si tu veux tuer les Béninois. Or, sans le bilinguisme aujourd'hui, point intellectuel, il ne peut pas aller loin. Point chercheur, c'est encore impossible. Il ne peut pas aller loin. Les meilleures productions scientifiques aujourd'hui sont en anglais. Si tu veux vraiment devenir un intellectuel puissant et dynamique, tu es obligé de parler anglais. Mais les Béninois, dans l'administration, sont comment est-ce qu'on dit? C'est pas comme ils ont d'idée. Bon, non, c'est-à-dire, ils sont allergiques. Ils sont allergiques à ce bilinguisme qui, pourtant, doit nécessairement nous permettre de créer des relations de proximité favorables à nous tous. Bon. Mais, malgré ça, là, la population n'est pas dupe de ce que je vous dis là. La population sait que sa sécurité aujourd'hui ne peut pas se défendre uniquement à l'intérieur des 114 763 km² du Bénin. Il y a un marché à... C'est pour cela que le secteur informel est si dynamique. Aujourd'hui, le volet qui protège les pauvres du Bénin ici, c'est le paillot. Circuler sur l'ensemble du territoire béninois. Vous voyez quelqu'un qui vous ajoute comme ça. Sans le paillot, la pauvreté serait catastrophique dans ces pays aujourd'hui. Donc les populations sont conscientes des enjeux que représente le Nigeria dans leur vie. Encore que le président Talon, à la conférence de la CEDEAO le 30 juin 2025, a dit qu'il faut renforcer le tandem Bénin-Nigeria pour que ça serve comme le tandem France-Allemagne dans l'Union européenne. C'est pas faux. Mais au-delà de cette affirmation, il faut créer les incitations pour ça. C'est ça la question. Il faut créer les incitations pour ça. Est-ce qu'il est prêt à créer les incitations pour ça? C'est la question. Et c'est aussi un enjeu de recherche pour les géographes aujourd'hui. C'est-à-dire que sur la question des relations de proximité, des choses, les thèmes à développer sont énormes. Pas seulement pour les géographes, même pour les économistes. Ouais. Bon, moi, par exemple, j'ai réuni les jeunes économistes béninois
il y a de cela quelques mois où je leur ai dit, moi je m'en vais. Mais les questions de relations de proximité, pas seulement avec le Nigeria, sont devenues incontournables pour l'avenir de ces pays. Commencez à former les gens autour de ça. Sans ça, on ne s'en sortira pas. Redéfinir les profils. Redéfinir les bases de ces relations de proximité. Pas seulement le Nigeria, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger aujourd'hui. Sans développer des relations de proximité avec ces pays, nous ne pouvons rien faire ici qui soit rentable à nous. Nous ne pouvons rien qui soit rentable. Ce n'est pas l'heure de créer, de saucissonner encore la CEDEAO en 1000 morceaux. Vous savez, c'est les Béninois. Je vais vous dire pourquoi on s'appelle Bénin. Vous savez, c'est en 1966, quand le Bénin était au cœur de sa crise, que les autorités de l'époque réfléchissaient à d'autres alternatives pour sortir de cette crise. Et ils ont mis en place une commission pour dire que la crise ne sera jamais surmontée si on n'élargit pas l'espace national béninois. Et c'est eux qui ont eu l'idée de créer l'Union des États du Bénin en 1966. La commission était présidée par le ministre Alexandre Adadé. Et ont pris les bâtons de pèlerins pour rencontrer Tafawa Balewa au Nigeria, Kwame Nkrumah avant son coup d'État au Ghana. Au Ghana, rencontrer les équipes de Julius Togolais, ainsi de suite, pour leur vendre cette idée. Tous ont reconnu la nécessité de créer une union comme ça pour dépasser les socionomie coloniales. Mais quand les Béninois ont quitté ces pays-là, dans la même semaine, les coups d'État ont commencé à affecter les uns et les autres. Le projet a voté. C'est comme ça que le projet a voté. Et parmi les révolutionnaires, il y a quelques-uns qui étaient membres de cette commission-là, comme Oguma Simon. C'est eux qui ont ramené cette idée de l'Union du Bénin en disant qu'il faut donner au Dahomey le nom Bénin pour que nous devions champions dans la bataille pour la proximité, pour les relations de proximité, sans laquelle le Bénin ne peut pas avoir de grand souffle. C'est ça la question. Beaucoup de gens ne voient pas ça, ils croient que les révolutionnaires là font de n'importe quoi. L'idée est venue par des révolutionnaires. Les révolutionnaires l'ont transformé en dynamique d'espoir pour nous seulement. Donc le nom Bénin doit être une dynamique d'espoir pour nous. D'accord? Tout à fait. C'est ça la question. Pour que nous soyons champions des relations de proximité. D'accord. Revenons un tout petit peu encore en arrière. Vous avez créé, il y a aujourd'hui 36 ans ou 37 ans, le laboratoire, le LARES. Non, en 1989. Donc, disons 37 ans, en 89. Oui. C'était pas à l'université de Dahomey. Vous êtes sorti de l'université pour le créer. Et vous l'avez fait avec vos propres moyens. Non. Est-ce que c'est... Et à l'époque, j'étais engagé dans des comités scientifiques de très haut niveau sur le plan international. Oui. Et nos travaux sont arrivés à un tel point que les collègues ont voulu que je vienne rester chez eux pour qu'on travaille ensemble sur une thématique que je leur ai imposée sur le commerce régional. Et je leur ai dit, la manière dont on traite la question du commerce régional, elle n'est pas appropriée. Et j'ai écrit un article en 1983 qui s'appelle « Commerce et intégration régionale en Afrique ». Cet article a été publié dans 7 revues scientifiques différentes. C'est ça qui m'a lancé sur le plan intellectuel. Ah oui. Donc, à cause de ça, je ne dormais plus à Cotonou. Ah oui, il faut que je suis tout le temps invité à des trucs pour parler. Dans cet article, j'ai déjà parlé de la notion d'informel comme un élément important des activités économiques. Oui. Donc, et ils m'ont demandé de venir rester chez eux. L'expérience que j'ai faite de ma visite à Elifé n'a pas été concluante sur le plan humain pour moi. Et je leur ai dit non, je ne viens plus vous voir. Moi-même, je vais créer ma base ici et vous viendrez. C'est ça, l'échange égal. Je vais créer ma base. Et ils m'ont dit, bon, ok. Et je suis arrivé ici. J'ai fait un projet de création d'un laboratoire scientifique de haut niveau que j'ai soumis au gouvernement. Ça a eu beaucoup de mal à sortir de l'université.
Mais cependant, Dieu merci, ça a sorti. Et le gouvernement m'a donné l'autorisation de créer ces laboratoires sur le campus d'Abomey-Canavi. Bon, c'est les moyens que j'ai commencé à apporter dans le cadre de ces laboratoires qui ont fait que je suis sorti de l'université aujourd'hui. Le premier ordinateur que cette université a eu, c'est moi qui l'ai amené là-dedans, pas un seul. À l'époque, hein? À l'époque. Bon, mais tout cela m'a été récupéré par le doyen pour créer des services nouveaux dans le cadre de ses responsabilités, sans que je puisse jouir de ça. Alors, ça fait l'objet des débats entre eux. Et moi, comme je n'aime pas chamailler avec mes collègues, c'est comme ça que je suis sorti. C'est comme ça que je suis sorti. C'est un espace de réflexion. Et quand je suis sorti, j'ai écrit pendant 6 ans à tous les recteurs pour qu'ils me permettent de mettre l'université de Parakou? Non, l'université nationale du Bénin en haut de mon laboratoire pour qu'on sache que c'est une structure universitaire. Okay. Aucun d'eux ne m'a répondu. Ok, pour qu'à Cotonou, on puisse mettre l'université nationale du Bénin. Oui. Et après, on va mettre le nom du laboratoire. Aucun d'eux ne m'a répondu. Pour l'affiliation. Juste pour l'affiliation. Jusqu'à un jour, mes collègues ont dit, bon, écoutez, on ne peut pas quand même rester comme ça, transformons ça en association. C'est comme ça que mon laboratoire est devenu association. Et dans le cadre de ce laboratoire, sans me vanter, j'ai donné plus de 100 bourses de 3e cycle de jeunes béninois, dont beaucoup sont aujourd'hui au Canada, en Belgique, un peu partout dans le monde. Bon, quand ils ont réussi les diplômes, les autres les ont récupérés. Donc, même la deuxième génération des professeurs à l'université, tous, la majorité a passé par ma main, comme les Tozin, les Gonzalo, ils sont nombreux. Bon, donc, moi, j'ai pris ma part en ce qui concerne ma responsabilité. Je ne me vante pas en disant cela. Mais tout comme vous, beaucoup de chercheurs aujourd'hui font pareil. Ils s'investissent eux-mêmes pour la recherche. Et ça dit que c'est comme ça qu'on s'en sort quand on... Une recherche ne peut pas progresser dans la solitude. Il faut faire la mutualisation des connaissances pour que la recherche puisse progresser. Moi, j'ai une équipe au sein de mon labo que j'ai énormément aidé à devenir de grands chercheurs, de grands scientifiques. Il faut s'entourer de compétences. Et tous ont été achetés par les nations internationales aujourd'hui. Plus je les forme, plus on me les arrache. D'accord? Donc, c'est comme ça. La science ne peut progresser qu'à travers des laboratoires dynamiques. Qu'est-ce qui fait qu'un laboratoire devient dynamique? Les thématiques sur lesquelles il travaille. C'est ça qui fait... Est-ce que ces thématiques répondent aux besoins? Que cette thématique soit... pas. Le rôle de la science, c'est d'avancer la pensée. Produire de nouvelles connaissances. Oui, c'est d'être à l'avant-garde des activités politico-économiques. Ouais. Donc, toute recherche doit être à l'avant-garde de la connaissance. Vous voyez bien. Ouais. C'est ça le rôle d'un laboratoire. Être à l'avant-garde. Être un peu comme un prophète. Anticiper. Vous voyez? C'est ça l'avantage de la connaissance. Anticiper. Mais ça veut dire que il faut anticiper, ensuite il faut former les jeunes à prendre la relève aussi progressivement. Puisque nous sommes d'un temps. L'erreur de mes aînés, c'est le fait qu'ils n'ont pas pu faire comme moi. Et mes collègues aujourd'hui, ceux qui sont honnêtes, reconnaissent que l'effort que je fournis là, c'est exceptionnel. Je suis comme ça avec Saint-Saint à cause de ça. Parce que lui-même a un laboratoire qui marche très bien. Il est passé ici. Bon, donc lui-même a un laboratoire qui marche très bien. Sans le laboratoire, le fonctionnement d'un laboratoire fonctionnel, on ne peut pas développer la connaissance et on ne peut pas former les gens pour la relève. Et le financement, quelle est l'astuce pour trouver du financement? Moi, par exemple, c'est à partir d'un projet que j'ai créé le laboratoire. Ce projet a voulu me couvrir. Mais comme le projet, je l'ai géré avec les Européens, quand ils te donnent un franc, ils te suivent sur la manière... Le reportage, il faut suivre. Et comme en Afrique ici, c'est la famille. Quand tu as une structure qui marche, un frère va venir téléphoner, un frère va demander de lui passer des papiers, tout ça.
Si tu fais ça avec l'argent des Européens, ils vont te qualifier de mauvais gestionnaire et ils vont se retirer. Donc, quand ils ont voulu me donner de l'argent, j'ai refusé, j'ai demandé qu'ils m'appuient seulement pour les 25% de démarrage et que je me débrouillais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est sur la base de nos efforts qu'on a pu construire le LARES depuis 1989. Et ça a eu beaucoup de succès. Et on continue dans cette voie-là jusqu'à aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que mes meilleures compétences ont été achetées par les institutions internationales. Mais comment vous allez les faire revenir? Bon, je cherche à reconstituer, mais là, je n'ai plus l'énergie d'hier pour reconstituer. Ouais. C'est ça mon défi. Parce que le LARES est un fleuron. Bon, le LARES est mondialement connu à cause des travaux qu'il a mis sur le marché. Vous savez, on a inventé beaucoup de concepts scientifiques dans ces laboratoires, beaucoup, qui permettent aujourd'hui aux jeunes Européens d'évoluer dans leurs réflexions scientifiques. Bon, mais moi, je suis fatigué aujourd'hui. Je ne suis plus jeune, même si je fais jeune. Donc, c'est ça mon défi aujourd'hui. Mais beaucoup de jeunes ont envie de faire un pas de plus. Beaucoup de jeunes ont des rêves, ont des projets. On est en début d'année, on s'est fait des vœux, des gens ont des projets d'études, des gens ont des projets d'entreprise. Mais à la fin, quand on fait le point, ils n'avancent pas, ils ne bougent pas. Ils se rendent compte qu'ils sont toujours à l'étape d'idées. Comment est-ce qu'on sort l'idée de sa tête pour que ça devienne finalement un projet concrétisé? Il faut dire aux jeunes qu'ils ont deux difficultés. S'ils ne surmontent pas ces deux difficultés, ils n'avanceront pas. Lesquelles? Beaucoup de sociétés béninoises éduquent les enfants sur le fait que sans rester sous l'ombre d'un grand type, ils ne seront rien. Ce n'est pas faux en soi. Mais si tu es même sous l'ombre d'un grand type, c'est le rôle des laboratoires. Mais il faut savoir rompre. Il faut savoir marquer la rupture. Mais si vous êtes resté dépendant, vous ne ferez que progresser le maître. Puisque vous allez tout le temps vous référer à lui, c'est son nom qui va sortir, le vote ne va pas. Donc c'est le premier défi qui se pose à la jeunesse aujourd'hui. Savoir rompre. Aussi. Le deuxième problème qu'ils ont, les jeunes ne croient plus en eux-mêmes, même quand ils sont des grands chrétiens. Tous se font inféoder par des sociétés dont ils ne maîtrisent pas le fonctionnement, ni l'objectif. Et ça fait que tous sont condamnés par rapport à ça. Les sectes foisonnent aujourd'hui dans tout le monde. Et beaucoup de gens pensent que si on n'est pas membre du secte, on est perdu. C'est une erreur. Parce que les sectes qui sont créés ont été toujours mis en place pour la domination. C'est ça le problème. Donc le fait que tous s'infiodent parce qu'on leur propose, on leur promet quelques avantages matériels autour desquels ils tournent. Quelqu'un est venu me voir pour dire, mais pourquoi vous n'êtes pas dans tout ça, vous? Je leur ai dit que le bon Dieu seul me suffit. Et que jamais je ne me soumettrai à une association dont je ne connais pas la tête. Ce n'est pas possible. Il faut que je connaisse la tête. Mais que quand j'ai analysé beaucoup de sectes, personne ne voit la tête. On reçoit les ordres seulement. Et on cotise des millions d'argent qu'on envoie au sommet où les gens utilisent cet argent-là pour devenir puissants et nous dominer davantage. Et en plus de ça, mais comment on travaille à discipliner, à protéger ses rêves, ses ambitions? Quand on a un projet, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, quand on a un projet, il faut travailler dans l'ombre à le construire. Comment on arrive à faire tout ça? Mais c'est une question d'organisation et d'objectif et de personnalité. Aucun homme ne peut se libérer et être heureux s'il n'est pas libre. S'il n'est pas libre. Or, très peu de gens sont aujourd'hui libres à partir de ce que je viens de vous dire à propos des sectes, de tout ceci, et des croyances ésotériques de toutes sortes. Bon, donc, ils ne savent même pas comment est-ce qu'ils sont contrôlés et pourquoi ils sont contrôlés. Mais ils sont là-dedans. Parce qu'on leur promet quelques avantages. La liberté, elle est capitale. Elle est capitale. C'est pour cela que le mot démocratie a été inventé à partir de l'expérience américaine.
Vous savez, l'Amérique a bâti tout ce qu'elle est aujourd'hui là, sur la base de la liberté. Mais maintenant, Trump, les nouvelles autorités américaines ont tout détruit. Ont tout détruit. Et on ne sait plus où on va. Et puis, deuxième chose, qui est le plus important dans le monde, les ressources de l'humanité sont à la disposition des populations de l'humanité. Il faut faire la mutualisation de ces ressources. Donc, c'est le défi qui est posé aujourd'hui. S'unir pour bâtir. C'est ça. Faire la mutualisation de ces ressources. Mais malheureusement, on sait que dans notre contexte, on a construit de sorte que chacun veut porter son projet. Chacun veut montrer que c'est lui qui fait. Mais si tu veux porter, si tu es seul, à qui tu vas vendre ça? L'individualisme. À qui tu vas vendre ça? Chacun crée son entreprise. Mais à qui tu vas vendre ça? Écoutez, moi j'ai toujours dit à mes étudiants, à tous ceux qui sont auprès de moi, que la manière dont un homme doit fonctionner est déjà inscrite dans notre biologie. Parce qu'aucun homme ne vient seul dans la vie. Tout homme vient par 4 piliers, alors qu'il faut 3 pour créer la stabilité. Le bon Dieu a ajouté 1 en plus. Quels sont les 4 piliers? 2 du côté de ton père et 2 du côté de ta mère. Tu viens, la mère de ton père, le père de ton père, la mère de ta mère, le père de son père. C'est par ce système-là que tout le monde vient au monde. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas être épanoui s'il vit seul. S'il n'est pas intégré à un système familial solide. Or, tout le monde se révolte aujourd'hui contre la famille. Personne ne veut avoir des nouvelles de la famille. Tout le monde se révolte contre la famille. C'est une erreur. C'est une erreur. Il ne faut jamais se révolter contre ses origines. La question identitaire, elle est devenue essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Il y a un proverbe qui dit, Yoruba qui dit que c'est de la maison qu'on va dehors. Et quand tu as un problème dehors, tu reviens à la maison. Celui qui n'a pas organisé sa vie comme ça, il est perdu. Voilà. Et puis une dernière question avant de clôturer. Le professeur John Igué est aujourd'hui à une étape où il voit qu'il y a beaucoup de défis encore pour les géographes, des défis contemporains pour les géographes. Est-ce qu'il faut une assise pour refondre la géographie ouest-africaine? C'est absolument nécessaire que les géographes africaines réfléchissent à l'avenir de leur discipline. La géographie coloniale est déjà terminée. Dépassée. On ne peut plus continuer à faire la géographie en faisant la géographie du Bénin, la géographie du Togo, la géographie du Niger. Cette essence-là, elle est dépassée. Elle est dépassée. Il faut aller au-delà de la géographie coloniale pour réfléchir, c'est la conclusion de mon livre. Exactement. Pour réfléchir à d'autres perspectives qui sont beaucoup plus dynamiques. Par exemple, on est confronté en Afrique actuellement à des phénomènes de paix et de sécurité. Ouais. Les géographes doivent saisir de ça pour créer une autre dynamique sur le pourquoi de l'insécurité. Sécurité régionale. On est confronté au problème de l'urbanisation, qui est devenu un phénomène global de l'habitat. Comment gérer ça dans l'avenir? On est confronté au problème de la sécurité alimentaire. Comment nourrir les villes? Comment nourrir les campagnes menacées par la dégradation de l'environnement? Voilà les nouveaux thèmes autour desquels les géographes doivent réfléchir et quitter l'enseignement sur la géographie du Bénin, la géographie du Togo, la géographie qui n'a pas d'essence. Parce que c'est la géographie de saucissonnement de l'espace par les grandes puissances. On ne peut pas continuer dans ça. Il faut réinventer carrément. Il faut absolument réinventer une nouvelle géographie qui tient compte de nos préoccupations du moment. Et ces préoccupations sont énormes. Un seul message pour les jeunes. Un message qui vous tient à cœur pour les jeunes. Se battre pour leur autonomie. Se battre pour leur rêve, pour leur autonomie. Pour leur autonomie. Se battre pour leur autonomie. Et y croire. À travers des constructions qui vont réveiller les prix de conscience.
et non des constructions qui vont les endormir. La solution n'est pas dans la migration vers l'Europe. Non, la migration, la migration est inscrite dans la dynamique mondiale. Toutes les sociétés ne se renouvellent qu'à travers la migration. Donc la migration, j'ai déjà fait beaucoup de conférences aux Européens sur ça. Qu'ils luttent contre la migration pour rien seulement. Ils n'auront pas de solution. L'écosystème démographique mondial a été construit à partir de la migration. C'est un phénomène de continuité historique. Donc on ne peut rien. Mais telle qu'elle se manifeste aujourd'hui pour nos jeunes, elle est devenue inquiétante. Ça ne sert à rien en voulant aller à l'Europe et se mourir dans le désert ou dans la Méditerranée. C'est le débat ça. Et ça interpelle nos autorités par rapport au fait que la première tâche, la première responsabilité du développement, c'est comment gérer la question de la jeunesse. Ce ne sont pas les indicateurs sur lesquels on joue de croissance ou de PNB. C'est comment gérer la jeunesse. Parce que c'est le potentiel d'avenir. Si on parlera du Bénin demain, c'est grâce à sa jeunesse d'aujourd'hui. Et non grâce à sa croissance ou à son PNB. Merci infiniment, professeur, pour votre disponibilité, pour votre sens de service de la communauté, parce que ce n'est pas n'importe quel professeur. Même si vous n'acceptez pas les titres, ce n'est pas n'importe quel professeur. C'est une génération très lointaine et que vous acceptez toujours de continuer à servir les jeunes, parce que je suis jeune. Vous aurez pu dire, bon, mais qu'est-ce que j'irai faire encore avec les jeunes? Mais vous avez accepté volontiers parler aux jeunes. Et j'ai pu vous écouter. Et je suis sûr que des milliers d'autres jeunes vont vous écouter. Et ça va réveiller en eux l'espoir de pouvoir changer les choses demain. Et merci une fois encore pour votre disponibilité. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci, professeur. Merci. Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain.